Bonjour à tous. Je vais corriger dans cette vidéo la deuxième page du cours sur c'était signe de la dérivée et variation. Donc dans ce cours que nous avions commencé il y a 3 semaines ou un mois, il y avait une deuxième page avec deux exemples que nous n'avions pas complétés. Donc le premier exemple concerne la fonction f de x qui est égale à 1 sixième de x puissance 3. Pour trouver son sens de variation, il fallait calculer sa dérivée. 1 sixième fois 3x au carré. 3x au carré étant la dérivée de x au cube. Voilà. Donc la dérivée elle est là. Et donc j'obtiens une dérivée qui est égale à 1 demi de x au carré. Alors pour trouver le tableau de signes de 1 demi de x au carré, bah c'est simple. J'ai un carré, x au carré, qui s'annule en 0, on le voit tout de suite. Donc j'aurai un 0 sur la ligne de f' au niveau de 0. Et comme j'ai un carré, x au carré, ce carré est toujours positif. Si je le multiplie par 1 demi, le produit est encore positif. Ça veut dire que la dérivée sera tout le temps positive et elle s'annulera uniquement en 0. C'est ce que j'ai indiqué sur cette ligne-là. Il n'y a que des plus, sauf en 0, où la dérivée vaut 0. Comme la dérivée est tout le temps positive, la fonction f est croissante. Je dessine une seule flèche et je n'ai aucune valeur à calculer. Voilà pour l'exemple 3. Maintenant, l'exemple 4, j'avais une fonction f qui était égale à 2x au cube moins 3x au carré. Il fallait calculer sa dérivée, étudier le signe de la dérivée et compléter le tableau ci-contre. Alors d'abord, le calcul de la dérivée. Eh bien, la dérivée de x au cube, la dérivée de ce x au cube là, c'est 3x au carré. La dérivée du x au carré, qui est là, c'est 2x. Donc la dérivée de f, c'est 2 le coefficient fois 3x au carré, moins 3 le coefficient fois 2x. J'obtiens 6x carré moins 6x. Quand j'obtiens cette dérivée-là, soit je me dis, bah, c'est un polynôme du second degré, je peux calculer delta, si j'en ai envie. Mais je peux aussi factoriser un peu comme en seconde, parce que j'ai remarqué que x était un facteur commun, et même 6x est un facteur commun. Donc moi, j'ai factorisé comme ça. Mais je vous dis, le discriminant, on pouvait l'utiliser pour déterminer le tableau de signes de cette dérivée. J'ai donc mis f' de x sous la forme d'un produit, 6x fois x moins 1. Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc soit le 6x vaut 0, soit le x moins 1 vaut 0. J'obtiens deux racines, x égale 0, parce que j'ai divisé par 6 de chaque côté, et 0 divisé par 6, ça fait 0. Soit j'obtiens x égale 1 comme deuxième racine, en ajoutant 1 de chaque côté du signe égal. Mes deux racines, 0 et 1, je les écris tout en haut de mon tableau de variation. Pour savoir ensuite si le tableau de variation de f' va être de la forme moins plus moins ou plus moins plus, il faut que je regarde le signe de A. Le signe de A, le A il se trouve ici, c'est 6. Donc A il est égal à 6, il est positif. Ça veut dire que mon tableau de signes sera de la forme plus, moins, plus. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Ensuite, la dérivée est négative, la fonction est décroissante. La dérivée redevient positive, la fonction redevient croissante. Et il me reste à compléter le tableau de variation à ce niveau-là. Comment je trouve ces deux valeurs-là? Eh bien, ces deux valeurs-là sont respectivement les images de 0 et de 1 par la fonction f. La fonction f, c'est celle qui est tout en haut. Ça veut dire qu'il faut que je remplace x par 0 et par 1 tout là-haut, dans la fonction f.
Alors c'est ce que je vous ai marqué ici. Voilà. f de 0 égale 2 fois 0 au cube, moins 3 fois 0 au carré, ça fait 0. Et je fais pareil avec 1, j'obtiens moins 1. Et une fois que j'ai trouvé 0 et moins 1, ben je les rajoute dans mon tableau de variation. Voilà pour cette fin du cours sur le signe de la dérivée et variation. Maintenant, je vais ouvrir un nouveau cours sur l'extrémum local. Voilà. Alors, je zoome. Alors, qu'est-ce qu'un extrémum local? Voilà, je vais mettre là. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Alors, je prends l'exemple de la courbe qui est ici. En gros, ce que vous devez apprendre, c'est qu'une fonction, elle admet un maximum local quand la courbe admet une petite bosse. Une petite bosse, comme là. Et elle admet un minimum local quand il y a un petit creux. Voilà. Alors, le fait de dire qu'il y a une petite bosse sur la courbe et un petit creux, il faut quand même arriver à le traduire en termes corrects au niveau mathématique. Alors, qu'est-ce que ça signifie, le fait qu'il y ait une petite bosse ou un petit creux? Alors, je vais zoomer quand même un peu sur la courbe. Ben voilà. Ben, ça signifie que si je me place, donc là, je vais montrer graphiquement qu'il y a un maximum local en x égale 1. Alors, je me place sur un petit intervalle autour de 1. Ça peut être moins 0,5, 0,5, ça peut être moins... ça peut être 0,5, 1,5, ça peut être 0,9, 1,1. Voilà, on prend un petit intervalle ouvert, et sur cet intervalle-là, si on prend que la partie qui est en rouge, voilà, qui concerne la partie de la courbe qui correspond aux valeurs de x comprises dans cet intervalle, et bien si je regarde que la partie rouge, je me rends compte qu'il y a un maximum. Le maximum, il est atteint en 1, et ce maximum, il vaut 3. La courbe, elle commence par monter, et puis elle redescend. Autrement dit, sur ce petit intervalle rouge, toutes les images sont inférieures à 3. Toutes les images sont inférieures ou égales à 3, c'est-à-dire à l'image de 1. Donc je répète, toutes les images sont inférieures ou égales à l'image de 1, qui vaut 3. Maintenant, je vais parler du minimum local. Le minimum local, il est atteint en 4. Alors, je construis un petit intervalle autour de 4, là, qui comprend 4. Par exemple, ça peut être 3,5, 4,5 ou 3,8, 4,2. Un intervalle ouvert. Et sur cet intervalle-là, la courbe descend, puis remonte. Donc, j'ai un creux. Sur cet intervalle-là, toutes les images sont plus grandes ou égales à 1, donc elles sont supérieures ou égales à 1, donc elles sont supérieures ou égales à l'image de 4. Je répète, sur cet intervalle rouge qui est là, toutes les images sont supérieures ou égales à 1, qui est l'image de 4. Et bien dès que vous avez, dès que vous pouvez faire un raisonnement comme ça, construire un petit intervalle autour d'une valeur, et que sur cet intervalle-là, la courbe admet une bosse ou un creux, ben on dit que la fonction elle admet un extrémum local. Ici un maximum local, là un minimum local, et maximum ou minimum, on les regroupe ces deux termes sous le nom d'extrémum. Alors il faut bien voir que ce sont des maximums et des minimums locaux, parce que ici, vous avez le maximum. Là se trouve le véritable maximum de la fonction, qui vaut 4. Et là se trouve le minimum de la fonction. Le minimum de la fonction, il est atteint en moins 2 et il vaut moins 1. Mais ce maximum global et ce minimum global ne sont pas des extrémums locaux, parce que ici, je n'ai pas de bosse. Je n'ai pas une courbe qui monte et puis qui redescend.
ici, je n'ai pas une courbe qui descend d'abord et qui remonte. Donc, ce ne sont pas des extrémums locaux. Pas de minimum local ici, pas de maximum local ici. Pour avoir un maximum local, il faut qu'il y ait une bosse. Et pareil ici, pour avoir un minimum local, il faut que j'ai un creux. Alors comment ça se traduit après en termes mathématiques? Vous allez voir que c'est un peu complexe. Mais bon, si vous avez compris cet exemple, vous allez peut-être comprendre. Soit f, une fonction définie sur un intervalle i, et x0, un nombre réel de i. Dire que f de x0 est un maximum local de f signifie qu'il existe un intervalle ouvert de l'ensemble de définition, donc dans i, contenant x0, donc l'intervalle ouvert, c'est le petit intervalle par exemple que j'ai fait là autour de 1 par exemple, et quand j'ai un maximum local, eh bien dans cet intervalle, tout nombre réel x de j vérifie l'inégalité suivante, f de x est inférieur ou égal à f de x0, c'est-à-dire que dans cet intervalle ici, là, toutes les images f de x sont inférieures à f de 1, f de 1 qui vaut 3. Donc si dans un petit intervalle ouvert contenant x0, vous avez toutes les images qui sont inférieures ou égales à f de x0, c'est que le f de x0, c'est le maximum sur ce petit intervalle-là. Mais donc, sur ce petit intervalle-là, c'est-à-dire localement. C'est un maximum local. De l'autre côté, quand vous avez un minimum local, la définition est la même, mais au contraire, il faut que toutes les images soient plus grandes que l'image de x0. On regarde ici, sur le petit intervalle ouvert, contenant x0, c'est-à-dire 4, ici, x0 vaut 4, eh bien toutes les images sont plus grandes que l'image de 4, qui vaut 1. Elles sont au-dessus. Et ensuite, la phrase qui résume un petit peu les deux phrases précédentes, dire que f de x0 est un extrémum local signifie que f de x0 est un maximum local ou un minimum local. Alors, vous avez l'exemple 5 que je viens de vous donner. Dans l'exemple 5, eh bien, f de 1, c'est-à-dire 3, c'est un maximum local de f, puisque toutes les images sont inférieures à 3 sur un petit intervalle contenant 1. Alors moi, j'ai choisi l'intervalle 0,2, mais on pouvait en choisir un autre. De la même manière, f de 4, c'est-à-dire 1, c'est un minimum local, parce que sur un petit intervalle contenant 4, là j'ai encore choisi 0, c'est pas 0,2 d'ailleurs, faut que je change ça. Je vais prendre un intervalle contenant 4, j'aurais pu prendre l'intervalle 3, 5. Là, attendez que je le fasse. Bon, ça c'est un point virgule. 3, 5. Et sur l'intervalle ouvert 3, 5, toutes les images sont plus grandes que 1. Donc voilà, elles sont au-dessus de 1, toutes les images. Voilà le cours. Alors, première propriété à connaître, qui est facile à retenir, c'est que, et c'est une propriété qui est admise, c'est-à-dire qu'on ne va pas la démontrer, si f admet un extrémum local en x0, eh bien la dérivée vaut 0 en x0. La dérivée vaut 0 au niveau de l'extrémum local. Alors, on va laisser tomber l'histoire de la tangente. On vous dit simplement que la réciproque est fausse. Regardez l'exemple qui est en dessous. Voici la fonction cube. Alors la réciproque, c'est quoi? La réciproque, c'est si la dérivée vaut 0 en un point, est-ce que la fonction admet un extrémum local? Bon, on prend la fonction cube, on calcule sa dérivée, 3x au carré, et on calcule la dérivée en 0. Mais qu'est-ce qu'on constate là? On constate que la dérivée s'annule, elle vaut 0 en 0. Et on va regarder la courbe. Est-ce qu'on a un extrémum local en 0? Ben non, on n'a pas de creux ni de bosse. Donc il n'y a pas d'extrémum local. Donc je répète le théorème. Si j'ai un extrémum local, alors la dérivée vaut 0.
Mais si la dérivée vaut 0, comme c'est le cas ici, ça ne veut pas dire qu'il y a un extrémum local systématiquement. Donc voilà. Donc faites attention à la réciproque. Maintenant, je passe à la page numéro 2. Alors, maintenant c'est vraiment le théorème qu'il faut retenir et vous allez voir que c'est très simple à retenir. Ici, voilà ce que vous devez retenir du cours. Il faut retenir que si vous avez une fonction qui est dérivable sur un intervalle, et si vous avez un nombre x0 qui est un réel de l'intervalle i, et il faut que ce x0 ne soit pas une extrémité de i. Donc il ne faut pas que x0 se trouve au bord de l'intervalle. Eh bien, si la dérivée s'annule en changeant de signe, donc là il faut souligner en changeant de signe. Voilà. Si la dérivée s'annule en x0 en changeant de signe, alors là vous avez un extrémum local. Donc il faut aller regarder la dérivée. Regardez là, la dérivée, elle passe du moins au plus. Donc elle s'annule, elle vaut 0, en changeant de signe, puisqu'elle passe du moins au plus. Ici, elle s'annule aussi en changeant de signe, puisqu'elle passe du plus au moins. Eh bien, à ce moment-là, vous avez un extrémum local. Si elle passe du moins au plus, c'est que vous avez un minimum local, puisque la fonction est décroissante puis croissante. Si on passe du plus au moins, c'est que vous avez un maximum local, puisque la fonction est croissante puis décroissante. Donc j'avance. Exemple en dessous. Vous avez une fonction dont la dérivée est négative, donc elle commence par décroître, puis elle croît, puis elle décroît, puis elle croît. Eh bien, on se rend compte que en -1, en 2 et en 5, la dérivée s'annule, elle vaut 0, et à chaque fois, elle change de signe. Ici, elle passe du moins au plus, ensuite, elle passe du plus au moins, puis elle passe du moins au plus. Alors, j'ai écrit en dessous, en -1, 2 et 5, la dérivée g' s'annule en changeant de signe. G admet donc 3 extrémums, j'aurais dû mettre extréma, parce que le pluriel d'extrémum, c'est extréma. 3 extrémas locaux, g de -1, g de 2 et g de 5. En fait, g de 2, c'est un maximum local, et g de -1 et g de 5 sont des minimums locaux. Je reviens sur l'exemple 3. Quand je regardais le signe des variations de f, je voyais plus 0 plus. Eh bien, ici, on voit que la dérivée, voilà, que la dérivée s'annule, mais ne change pas de signe. Et comme la dérivée s'annule sans changer de signe, ben, il n'y a pas d'extrémum local. Donc on retient le cours. Si vous voyez une dérivée, c'est marqué tout là-haut, qui s'annule en changeant de signe, alors là vous avez un extrémum local. Si vous passez du moins au plus, un minimum local. Si vous passez du plus au moins, un maximum local. Et ensuite, vous avez 2 exemples dans le cours. Voilà, je clique dessus, que je vais passer rapidement, et puis que vous lirez chez vous. Voilà. Alors, vous aviez un premier exemple. La fonction qui a x associe x au cube moins 6x au carré plus 2. Comment savoir si elle admet des extrémums ou des extrémas locaux? Je calcule sa dérivée. Voilà, je l'ai calculé. 3x au carré moins 12x. Je calcule le signe de sa dérivée en utilisant delta, ou moi, je n'ai pas utilisé delta, hein, j'ai factorisé avec un facteur commun. Je regarde le signe de a, ici. Et puis, je trouve que son signe, c'est plus, moins, plus, les zéros de la dérivée étant atteints en 0 et 4.
0,4. Donc ma fonction est d'abord croissante, puisque la dérivée est positive, décroissante, puisque la dérivée est négative sur l'intervalle 0,4, puis croissante. Je remarque que la dérivée s'annule en changeant de signe en 0, puisqu'elle passe du plus vers le moins, et qu'en 4, la dérivée s'annule en changeant de signe, puisqu'elle passe du moins vers le plus. J'écris donc en dessous. En 0, f' s'annule en changeant de signe. Voilà. Elle passe du plus au moins, donc 2 est un maximum local. En 4, la dérivée s'annule en changeant de signe, elle passe du moins au plus, donc moins 30 est un minimum local. Voilà. J'ai trouvé le 2 et le moins 30 en remplaçant 0 et 4, x par 0 et 4, dans l'expression de f de x qui est tout en haut, là, ici. Voilà un exemple d'application. Donc en fait, en gros, il s'agit de trouver les variations de f et on rajoute juste en dessous une petite phrase concernant les maximums locaux ou les minimums locaux et en remarquant que la dérivée change de signe. Exemple 7. Vous avez une fonction qui se présente sous la forme d'un quotient u sur v. Alors on applique la formule dérivée de f là égale u'v moins uv' sur v au carré. Donc j'écris u de x, u' de x, vv'. Je calcule la dérivée et j'obtiens moins x au carré plus 1. Il faut que je trouve le signe de cette dérivée. Le dénominateur, c'est un carré, il sera toujours positif. Donc je n'aurai que des plus sur la ligne du dénominateur. Par contre, le numérateur, c'est un polynôme du second degré qui peut valoir 0. Il va falloir qu'avec delta ou d'une autre manière, je trouve son signe. Voilà. Alors je vais aller chercher la fin de l'exercice. Voilà, ici. Mince, il faut que je zoome. Donc ici, vous avez une dérivée. On va étudier son signe. Le signe du numérateur, je calcule les racines avec le discriminant, moins 1 et 1. Je remarque que a est négatif. Donc sur ma ligne du numérateur, j'aurai d'abord un moins, un 0, un plus, un 0 et un moins. Le dénominateur, lui, c'est un nombre positif puisque c'est un carré. Mais en plus, ce qui est dans la parenthèse ne peut pas s'annuler. Parce que x au carré plus 1, ça ne peut pas être égal à 0. Sinon, en passant le 1 de l'autre côté, j'aurai x au carré égale moins 1, et un carré ne peut pas être égal à un nombre négatif. Bon, moi j'ai mis cette explication-là, sinon, ce que je peux vous dire, sinon, c'est que x au carré est un carré, si j'ajoute, c'est positif, si j'ajoute 1, x au carré plus 1 va être strictement positif, il ne peut pas être égal à 0. Donc, globalement, x au carré plus 1, le tout au carré, c'est un nombre qui est positif et qui ne s'annule jamais. Un nombre positif qui ne s'annule jamais, c'est un nombre strictement positif. Donc je n'ai que des plus à écrire là. Et alors, si le dénominateur ne s'annule jamais, ça veut dire que j'ai aucune valeur interdite. Voilà, j'écris cela. Et j'obtiens ça. Voilà. Moins et 0. J'avance. La fonction, donc si la dérivée est négative, la fonction est d'abord décroissante, croissante et décroissante. J'ai calculé en fait
les images de moins 1 et de 1 par la fonction f. Je les écris en dessous. Donc j'obtiens moins 1 demi ici, moins 1, je ne sais pas si ça va marcher, 1 demi, demi, voilà. Et là j'obtiens 1 demi. Voilà, 1 demi. Et puis après, je n'ai plus qu'une chose à écrire, c'est est-ce que la fonction f admet des extrémas locaux? Bah oui, je constate que la dérivée s'annule en changeant de signe en moins 1, et elle s'annule aussi en changeant de signe en 1. Donc je peux écrire deux petites phrases concernant les extrémas locaux. Je vais d'abord écrire que f de 1, c'est-à-dire qui vaut 0,5. f de 1 est un maximum local. Alors je vais le marquer comme ça. Un maximum local de f, car la dérivée s'annule en changeant de signe. Elle passe du plus au moins. Ça, c'est ce qui concerne f de 1. Et puis, je fais la même chose au niveau du moins 1. f de moins 1 qui vaut moins 0,5. C'est par contre un minimum local de f, car la dérivée s'annule. Alors j'aurais dû marquer s'annule ici en x égale 1. S'annule en x égale moins 1 en changeant de signe. Elle passe du alors elle passe du moins au plus en moins 1, du moins au plus. Et si elle passe du moins au plus, c'est que la fonction descend et puis remonte. Donc elle est décroissante puis croissante, donc il y a un minimum local. Voilà ce petit cours sur enfin la fin du cours en fait sur la dérivation, quoi. Le lien entre signe de la dérivée et variation, et puis la notion d'extrémum local. Donc la seule chose que vous avez à retenir, hein, la chose la plus importante, c'est qu'une fonction admet un extrémum local si sa dérivée s'annule en changeant de signe. Voilà, merci de votre attention.